voilà le titre, les entreprises ont mieux à faire que d'être des entreprises citoyennes. Et le fond de mon propos, c'est de dire que, au fond, les entreprises, et particulièrement les meilleures d'entre elles ou les plus connues, sont très souvent porteuses d'un projet ou d'une vision du monde particulière, et que ces visions du monde sont extraordinairement riches. On en parle rarement, on s'en sert en tant que consommateur, disons, mais finalement, les entreprises ont sans doute une influence sur nos vies bien plus importante que les politiques qui n'ont qu'un pouvoir de nuire, finalement. Ensuite, ils nuisent peu, en France, ils nuisent davantage, hein, voilà, et ils nous endettent, etc. Ils ont plein de règlements, voilà, nous connaissons tous ces problèmes. Et donc ces entreprises sont porteuses de projets, de vision du monde, de projets politiques, auxquels on ne pense pas souvent. Si on regarde effectivement nos vies, on se rend compte que l'Internet, les emails, les iPhones là, ou les Galaxinos, etc., ont une importance considérable, disons, sur la manière dont nos mœurs évoluent ou la manière dont nos vies changent. Euh, ces grandes organisations sont de façon extraordinairement complexes. Si on pense par exemple à une entreprise comme Total et qu'on pense tout ce qu'elle fait entre l'achat de concessions, éventuellement pétrolifères, l'analyse qu'il faut en faire, le fait de forer, le fait de récolter le pétrole, l'envoyer par oléoduc, par pétrolier géant, et derrière dans des raffineries, puis les camions citernes, et puis la station-service, et le lavage, gonflage, et avec ça vous mettrez un Mars et un Coca-Cola, etc. Enfin, je veux dire, avec le terminal de paiement et tout, on se rend compte que c'est vraiment des choses qui sont extraordinairement complexes. Et ces visions du monde permettent aussi, c'est pas seulement un gadget marketing, c'est aussi quelque chose qui permet de synthétiser cette complexité et de la transmettre aussi bien aux clients aux partenaires, voilà, aux employés, etc. Tout le monde. Alors, pour illustrer quand même cette notion de vision du monde, je vais prendre un exemple qui est très connu. Ça, c'est évidemment que vous connaissez tous, c'est ceux d'IBM et d'Apple. Et donc, au même moment, à la fin des années 70, vous avez cette image qui représente ce qu'est IBM à ce moment-là, et puis celle-ci qui représente ce qu'est Apple, puisque Apple lance l'Apple II. Ils ont lancé un Apple I qui s'est vendu à quelques dizaines ou centaines d'exemplaires, et puis ils lancent l'Apple II, et donc l'Apple II, qui aura énormément de succès, mais qui a été vraiment qui a été lancé en 77, je crois. En 76 ou 77. Et donc, non, attends. Ouais. Voilà. Et donc, si on regarde le projet d'IBM, alors c'est une entreprise extraordinaire, c'est surtout pas une critique d'IBM que je fais. IBM a permis d'aller sur la Lune, enfin, je veux dire, en 69, donc quelques années, 7-8 ans avant cette image, mais c'est une entreprise qui a une vision de l'informatique qui est très centralisée, qui est quelque chose fait pour des adultes, même des adultes informaticiens, et même des adultes informaticiens formés par IBM. Ils sont propriétaires, c'est-à-dire qu'ils veulent de préférence louer leurs ordinateurs pour que vous restez finalement maître de la machine. Et quand les clients ont des problèmes, alors les clients, c'est des hommes en veste bleue qui vont les voir, c'est pour ça qu'on appelle cette entreprise Big Blue. Et ils vont voir les clients, et les clients disent le problème qu'ils ont, ils vont voir les informaticiens d'IBM transforment, disons, les logiciels et les mettent comme ça au service de l'entreprise. Et donc, en même temps, décidément, j'ai un problème avec ce. Là, ouais, ça va. En même temps, Apple dit l'informatique, c'est pour les adultes, mais c'est aussi même pour les enfants et même les enfants handicapés. Et puis, ils font un système qui est complètement ouvert. On peut déclipser le haut du. Comme ça, il n'y a même pas de vis. Hein, voilà. Et il y a des ports. On peut mettre des cartes. On peut créer ses propres cartes ou acheter des cartes graphiques, etc. Enfin, et aller les enficher dans ce qu'ils appellent des ports. PORT bien sûr, dans lesquels on peut. Et voilà. Et puis alors, ils montrent ça. Ils disent alors déjà, l'accroche. Hein. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas posséder un ordinateur personnel à une époque où personne ne sait ce que c'est qu'un micro-ordinateur. Donc, ils vous vendent ça vraiment comme un fer à repasser. D'ailleurs, quand ils lanceront l'iMac, ça aura aussi un petit peu le look d'un fer à repasser avec la coque bleue. Là, enfin bref. Et donc ils disent, voilà, puis on voit ça, on est dans la cuisine de quelqu'un. Enfin, c'est vraiment, on est dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voyait chez IBM. Et donc, ce fil, finalement, Apple continuera à le dérouler, c'est-à-dire ils vont continuer enfin, derrière aussi bien l'iPod, la numérisation, a fortiori le Macintosh, quand ils ont lancé le Macintosh avec cette interface graphique.
Ils ne l'ont pas inventé d'ailleurs, ils sont allés la récolter, si je veux dire, chez Xerox, au Xerox Park. Il y avait des gens qui avaient travaillé sur ce système de souris d'interface graphique. Mais ça allait tellement dans le sens de leur vision du monde, de mettre l'informatique à la portée de tous, de la faire descendre, etc. Immédiatement, autant Xerox ne savait pas quoi en faire, IBM ne savait pas quoi faire, etc. Apple a immédiatement eu l'idée d'utiliser cette interface graphique pour ces ordinateurs. Euh, et alors, si on regarde ces entreprises, bon, ben, IBM, ils étaient très nombreux derrière IBM. On parlait des sept nains, d'ailleurs, derrière, on disait Blanchet, les sept nains. Là, puis il y avait même deux entreprises qui faisaient des mini-ordinateurs Hewlett-Packard et Digital, mais avec la même ambition, finalement, qu'IBM, de faire des ordinateurs comme ça, très professionnels et réservés à... Et bon, puis quand Apple est sorti, plein de gens ont imité Apple, mais toutes ces marques, finalement, ont disparu parce qu'elles n'étaient pas porteuses de cette vision du monde. C'était juste des imitateurs, finalement, de cette micro-informatique naissante. Et là aussi, d'ailleurs, la micro-informatique n'a pas été absolument inventée par Apple. Ce qui a été inventé par Apple, c'est le fait d'en faire un produit électroménager pour tout le monde. Parce que sinon, il y avait des trucs pour hobbyistes, électroniciens, des Altaïr, il y avait le Micral en France, mais c'était un ordinateur qui n'avait ni clavier ni écran. C'était juste une capacité de calcul qu'on pouvait utiliser dans un bureau si on était un peu branché, enfin, informaticien, quoi. Bon, il y avait, enfin, je sais pas, l'IBM avait des traitements de texte, des trucs comme ça, Olivetti, des choses comme ça, cette micro-informatique a vraiment été inventée par Steve Jobs et Steve Wozniak, en fait, deux personnes. C'est-à-dire que toutes ces entreprises avaient largement les moyens de faire ce qu'a fait Apple. C'est pas du tout une question de technique. Techniquement, ils étaient vraiment tout à fait capables de faire ce qu'ont fait deux personnes. La seule chose, c'est qu'ils n'avaient pas l'idée, ils n'avaient pas la vision du monde, ils n'avaient pas le projet politique, finalement, de se dire l'informatique, et pour se remettre dans le contexte, enfin, l'informatique est à la portée, enfin, doit être à la portée de tous, pour se remettre dans le contexte politique, enfin, de la vision de l'époque, beaucoup de gens défendaient l'idée que dans le futur, il n'y aurait que deux ou trois ordinateurs. C'est-à-dire que la capacité de calcul augmentait tellement vite, la célèbre loi de Moore, augmentait tellement vite que les gens se disaient, vu que les gens n'ont pas beaucoup, même les entreprises n'ont pas beaucoup besoin de faire des intégrales triples et des calculs différentiels, et des régressions linéaires, des machins, enfin ce genre de trucs. C'est vrai que la ménagère lambda s'en sert rarement. Bon, finalement, on interrogera trois ordinateurs dans le monde parce qu'on appelait la télématique. C'est dans le rapport Norman, d'ailleurs, cette idée que deux, trois ordinateurs peuvent suffire à régler tous les problèmes informatiques du monde. Et donc, c'est très original, finalement, de se dire, non, non, c'est pas ça, l'avenir n'est pas ça, l'avenir, c'est au contraire que chacun aura son petit ordinateur. Voilà, c'est très, très novateur. Et aujourd'hui, on a du mal à se remettre dans le contexte hein, pour bien apprécier, disons, à quel point c'est novateur. Pour continuer de parler de ces visions du monde, il y a trois entreprises qui actuellement fonctionnent très bien. Il y en a beaucoup qui ont disparu, Sega, Magnavox et compagnie, mais il y a trois entreprises sur le domaine des consoles de jeux vidéo, là aussi qui est informatique, et puis qui découle aussi finalement du fait qu'IBM a fait baisser le prix des microprocesseurs et permis l'existence de ces objets. Mais Nintendo est un fabricant de cartes à jouer, c'est un fabricant de jouets, et donc leur console, ben, finalement, c'est une console jouée, bleu et rouge, avec Mario, Zelda, etc., des petits personnages, Peach, Bowser, etc. Sony, qui fabriquait de l'électroménager brun, ben, fait une console PlayStation qui est une console de salon, qui est la plus familiale possible, la plus consensuelle. D'ailleurs, en général, c'est celle qui a le plus grand nombre de jeux. Hein, les gens développent de préférence sur Sony. Et puis Microsoft, qui vient de chez, enfin, la Xbox qui vient de chez Microsoft, donc d'un informaticien, est une console plus informatique, puisqu'elle gère des polygones à chaque fois, enfin, à chaque nouvelle sortie de Xbox, ils insistent bien sur le fait qu'il y a des millions ou milliards de polygones qui sont gérés par millisecondes, etc. Enfin, ouais, c'est leur obsession, c'est ça. Et donc, ça s'adresse davantage peut-être à des adolescents boutonneux qui adorent aussi avoir des lunettes comment ça s'appelle, de réalité virtuelle, etc. Enfin, tous les systèmes les plus complexes. Je vois que Nicolas, il a l'air d'avoir une Xbox et ne se sent pas adolescent boutonneux. C'est surtout pas une critique des utilisateurs de Xbox. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que comme ces trois consoliers sont sur le même marché des jeux vidéo, ils ont des obligations communes et ils se suivent. Par exemple, Nintendo a sorti une petite télécommande et tout. Bon, bah alors, ça a eu beaucoup de succès. PlayStation, évidemment, a sorti sa petite télécommande aussi pour pouvoir jouer au bowling
des choses comme ça dans le salon. Il y a des jeux d'éditeurs tiers comme Ubisoft, Assassin's Creed qui existent sur les trois consoles. Donc, ils sont bien obligés, finalement, enfin, ils savent qu'ils sont sur le même marché, mais ils ont trois visions de ce marché qui sont très, très différentes. Jouets, objets familial ou objets informatiques. Voilà, bon. Je vais prendre aussi l'exemple de Nike. Adidas, dans les années 70, semblait aussi indétrônable qu'IBM. C'était une entreprise, on se disait, c'est pas le coq sportif ou Trévoise qui va détrôner Adidas. Et Nike, l'origine s'appelait Double Ribbon, mais enfin, ils ont changé de nom, ils se sont appelés en cohérence avec leur positionnement, Nike, en référence à Nike en grec, Athéna Nike, la déesse victorieuse, disons, enfin, donc l'idée de victoire. Et ils se sont dit finalement, l'aspiration qu'il y a dans le sport, tout le monde dit l'important c'est de participer, machin, etc. Il y avait un célèbre film d'ailleurs à la fin des années 70 d'Adidas qui était très réussi, qui s'appelle The Sky Jump. Et on voyait que c'était vraiment, enfin je sais pas, les équipes s'embrassaient, les gens comme ça étaient en sportswear, etc. Enfin, c'était avec une très jolie musique derrière. Enfin bref. Et Nike arrive en disant non, non, ce qui compte c'est la victoire. Ça peut être la victoire sur soi-même, ça peut être vraiment juste le fait de gagner soi-même une seconde sur son temps de la veille, etc. Mais l'important, c'est la victoire. Et ils ont fait ça. Alors, ils ont fait d'abord, ils ont travaillé très fort sur le jogging, parce que finalement, c'est quelque chose, on est seul face à soi-même. Donc, ils ont fait des semelles bien molles pour pouvoir courir sur l'asphalte et se sentir, enfin, ne pas avoir mal aux pieds. Et puis, ils sont devenus, à chaque fois, ils sont partis de ce leadership conceptuel, d'une certaine façon. Et ça leur a permis marché par marché, d'essayer d'avoir un leadership qualitatif, puis un leadership technique, hein, disons, sur chaque marché, puis un leadership quantitatif, et ils ont conquis marché par marché, et ils sont aujourd'hui sur la première place du podium devant Adidas. Ils ont réussi avec ce positionnement, cette obsession de la victoire, voilà, à dépasser Apple. Alors on pourrait parler d'énormément de ces positionnements, de ces visions du monde. J'ai mis aussi Leclerc, parce que là, c'est carrément, c'est plus directement politique. C'est-à-dire que là, c'est des affiches Leclerc, hein, vendues sans ordonnance, mais uniquement en pharmacie, bizarre, pour parler de produits parapharmaceutiques, ou la vitamine C interdite chez Leclerc, à quand les oranges vendues en pharmacie. On a aussi le sucre sans sucre interdit chez Leclerc, qui se sucre. Et puis, test grossesse et préservatif, vous besoin de demander à votre pharmacienne ce qu'elle pense de votre sexualité. Hein, donc, c'est des affiches, et puis il y en a eu d'autres depuis, enfin, voilà, c'est un groupe qui se positionne un petit peu sur des vrais sujets, sur des vrais sujets politiques. L'informatique d'Apple et IBM aussi, finalement, c'est un sujet politique parce que dans un pays comme la France où le politique s'occupe de tout, finalement, tout devient politique. Et comme il y a eu un plan calcul à l'époque d'IBM et puis un plan informatique pour tous à l'époque d'Apple, on peut dire que ce sont des sujets politiques. Les politiques, en tout cas, font de ces sujets d'entreprise, ils en font des sujets politiques. J'aurais pu citer aussi d'ailleurs Ikea ou Virgin Megastore qui avaient fait des publicités pour l'autorisation d'ouverture le dimanche. Voilà, donc voilà, il y a toutes ces visions et c'est très intéressant de penser que ces visions se confrontent, qu'elles sont concurrentes, mais que la concurrence entre ces visions est décidée par les consommateurs. C'est le marché qui fait que l'une ou l'autre gagne momentanément. Hein. C'était quand on voyait les consoliers, là, selon les générations de consoles, il y en a un qui est au-dessus, au-dessous. Actuellement, Nintendo est très au-dessus avec sa Switch, mais il était tout au fond avec sa Wii U récemment, et puis il était tout au-dessus avec sa Wii encore avant. Enfin bref, donc c'est des choses qui changent, mais hein, ces visions politiques, on les achète ou on les achète pas, c'est nous qui décidons. Et la confrontation de ces visions du monde est vraiment très, très féconde. Je le crois en tout cas. Alors moi, c'est un petit peu mon métier en tant que planeur stratégique. Mon métier, c'est d'analyser justement les positionnements d'entreprise, leur stratégie, comment elles fonctionnent, etc. Et je crois que, enfin, comment dire, c'est un grand moteur de l'histoire, selon moi. Donc voilà, donc on aurait pu parler d'énormément d'entreprises, enfin, toutes les très grandes, beaucoup de très grandes entreprises, mais même les petites, à la limite, là, on peut dire que la pizza du coin, qui est même mauvaise, bon, ben, elle a un avantage en étant la seule pizza du coin, et finalement, c'est déjà une caractéristique différenciante. Toute entreprise qui perdure existe pour une raison, hein, donc on va à cette pizzeria parce qu'il pleut, parce qu'on n'a pas envie de se faire mouiller, et donc voilà, ça peut suffire à assurer leur rentabilité, mais Google est une entreprise d'ailleurs absolument géniale aussi à sa base, puisque les gars se sont dit, là, tous les autres, Alta Vista, etc., je ne sais plus quoi, Yahoo, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, AOL, etc.,
c'était tous dit, on va faire des guides de l'Internet en disant, voilà, vous allez sur tel site pour avoir les meilleurs restaurants, tel autre site pour avoir les plus beaux spectacles, etc. Bon, et puis les gens, enfin, Sergey Brin et Larry Page se sont dit, non, non, mais c'est pas du tout comme ça. Enfin, ces gens-là n'ont pas compris l'évolution. Aujourd'hui, il y a 10 000 sites, mais bientôt, il y en aura 1 million, il y en aura 1 milliard, il y en aura 1 000 milliards. On va plus pouvoir aller chercher. Donc, ils ont eu cette idée de se dire, on va chercher les liens et on va voir, voilà, tel site gastronomique reçoit enfin, conseillé par 500 autres sites, alors que celui-ci n'est conseillé que par 400 autres sites, etc. Enfin bref, et donc c'est juste en analysant de manière totalement automatisée tous les sites Internet et tous les liens qu'il y a entre eux, qui se sont dit, voilà, comme ça on va faire un classement qui sera, lui, finalement fait par les utilisateurs et par les fabricants de sites. Hein, c'est ça qui nous aidera, et effectivement, leur système permet de répondre à l'existence de 1000 milliards de sites, ce que les autres ne pouvaient évidemment pas faire. Alors, ça, c'était avant la RSE. Hein, c'est-à-dire, avant la RSE, il y avait une partition. Avant la RSE, Yannick Noah jouait au tennis, TF1 vendait du temps de cerveau disponible, Total vendait du pétrole, et les politiques se gavaient, etc. Tout le monde avait un discours différent. Aujourd'hui, tout le monde tient le même propos, et finalement, toutes les entreprises n'ont plus qu'un seul discours. Voilà, il faut être plus vert. Voilà, bon, et c'est un appauvrissement terrible. Alors évidemment, il y a Elon Musk qui n'en a rien à faire, et tant mieux. Enfin, je veux dire, il reste quelques entreprises, quelques entrepreneurs qui ne sont pas. Mais enfin, la Tesla est quand même une voiture électrique. Il y a une vision derrière qui est la voiture électrique ne marchera que si elle se recharge vite et si c'est une voiture de sport. Et puis il y a aussi cette idée d'ailleurs selon laquelle c'est un iPhone avec des roues. Je crois que c'est Elon Musk qui avait dit ça, c'est un iPhone avec des roues et on peut recharger le système d'exploitation fréquemment et ça change ça améliore les caractéristiques de la voiture en permanence. Pour que vous achetez une Tesla aujourd'hui, elle viendra bientôt une voiture autonome, etc., etc. Parce qu'il a cette idée, voilà, que c'est le logiciel qui va faire progresser la voiture. Et en tout cas, à part, heureusement qu'il continue d'y avoir quelques grands entrepreneurs comme ça qui sont porteurs de vision du monde particulière, mais sinon, globalement, on peut dire que tout le monde est là-dessus. Alors, il y a quelques publicités un petit peu ridicules, mais voilà, le premier cargo de gaz naturel liquéfié neutre en carbone est arrivé en Europe. Tout le monde fait ce qu'on appelle du greenwashing, ou même si ce n'est pas du greenwashing, enfin, en tout cas, met en avant ses actions les plus. Vous voyez, pour chaque Skoda vendu, un arbre sera planté. Je crois que planter un arbre, ça va coûter quelque chose comme un demi-euro. Enfin, peu importe, je veux dire, mais c'est pas grave. Voilà, bon, boire pour le climat. On ne comprend pas bien. Voilà, donc, et donc, on est passé de faire de l'argent, hein, l'obsession normalement des entreprises, c'était de faire de l'argent, on est passé à faire le bien. Hein, c'est ça maintenant l'obsession générale. La seule chose, c'est que, en fait, aussi bien pour faire de l'argent que pour faire le bien, c'est des choses qui ne s'incarnent en rien. C'est-à-dire, si je me dis, tiens, je vais faire de l'argent, eh ben, la question, c'est il faut que je fasse un truc, quoi. Il faut que je joue au bingo, il faut que je scie des planches, enfin, je ne peux pas faire de l'argent comme ça. Hein, alors, je peux être très, très cynique et me dire je vais faire du porno nazi, ou je sais pas, mais même ça ne marche pas à tous les coups. Enfin, je veux dire, si c'était aussi simple, s'il suffisait d'être le pire des cyniques pour faire de l'argent, en disant tout le monde le ferait, ça ne marche pas. Et faire le bien, c'est pareil. Hein, je veux faire le bien, voilà, je veux faire le bien ce matin, là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, peut-être que je scie des planches aussi, d'ailleurs, peut-être que je fabrique des escaliers, peut-être que finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand je veux faire le bien, il faut bien que je fasse quelque chose qui va séduire quelqu'un, l'intéresser, le convaincre, etc. Donc, voilà, il faut faire le bien. Mais peu importe les entreprises, alors maintenant, elles sont toutes des entreprises à mission, etc. Alors, la SNCF, c'est apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Voilà. La Société Générale, construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. EDF, construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Donner la liberté de faire du bien aux hommes et à la nature, ou une entreprise spécialisée dans la promotion des ventes, générer un impact positif et durable sur les personnes et la planète dans le secteur de la promotion des ventes. Bien sûr, alors bon, la promotion des ventes, en tant que publicitaire, j'ai jamais vu ça comme quelque chose de très, 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 très utile pour préserver la planète. Disons, ça consiste quand même à inonder de bons d'achat, etc. Et demander aux gens de stocker
deux fois plus de produits qu'ils ont l'habitude d'en acheter, etc. Enfin, bref. Mais voilà, en tout cas, tout le marché maintenant se présente comme faisant bien. D'ailleurs, l'article que tu m'as transmis là prétend que nous sommes sortis d'une économie smithienne ou même, enfin, on va parler de Friedman un petit peu après, en disant que finalement, je peux désormais attendre, enfin ils ne le disent pas tel quel, mais je peux désormais attendre de la bienveillance de mon boucher, mon steak, ou de la bienveillance de mon boulanger, mon pain, et que ça change un petit peu la donne, hein, en tout cas selon moi. Et donc, il y a un resserrement et un appauvrissement des stratégies d'entreprise, puisque grosso modo, on peut dire que l'idée, c'est de diminuer les émissions de dioxyde de carbone, que ce soit en isolant thermiquement, etc., ou de favoriser les minorités opprimées. C'est vraiment ça le guide, semble-t-il, de l'action de la plupart, ou la majorité, presque la totalité, j'ai envie de dire la presque totalité, à part Elon Musk et quelques rares autres, des entreprises. Alors, ça s'est traduit évidemment assez rapidement dans la loi et nous avons par exemple le site EGAPRO. Alors, ce truc est absolument terrible, hein, c'est l'égalité professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est surtout entre hommes et femmes, mais récemment ils ont dit qu'ils allaient l'étendre euh, à la diversité et à l'âge, hein, que l'entreprise voilà, ne pourrait plus embaucher librement. C'est-à-dire que c'est très très grave parce que ça veut dire que toutes les vous négociez avec quelqu'un, vous négociez avec une femme un salaire, elle est d'accord pour tel salaire et tout, et puis tac, vous passez dans le logiciel EGAPRO, et le logiciel EGAPRO vous dit non, non, en fait, vous avez négocié sur tel tarif, mais vous devez lui proposer davantage, ou voilà, et donc vous devez lui proposer une promotion plus importante, ou en tout cas dans votre entreprise, il y a pas assez alors, pas assez de personnes bien placées enfin, dans les hautes rémunérations, etc. Bon. Alors, la note EGAPRO comprend 5 critères. Il y a l'écart de rémunération femmes-hommes, 40 points. L'écart dans les augmentations annuelles, ça compte pour 20 points. L'écart dans les promotions, 15 points. Les augmentations au retour de congé maternité, 15 points. Et la présence des femmes parmi les plus gros salaires de l'entreprise, 10 points. Donc, voilà. Et donc voilà, depuis 2019, toutes les entreprises de plus de 250 salariés ont l'obligation de publier leur note globale et pour les entreprises de 50 à 250 salariés, donc toutes les entreprises désormais de plus de 50 salariés, ça date de mars 2020. Donc il y a une obligation, je regarde là, il y a une obligation pour les entrepreneurs de faire cette déclaration. Et il faut savoir qu'il y a 3 ans, 43% des entreprises n'avaient pas publié, de 50 à 250 salariés n'avaient pas publié leur index parce que c'était trop compliqué, elles n'y parvenaient pas. Mais le législateur travaille, donc en 2023, c'était 59%, et cette année, c'est 70% des entreprises, mais il en reste quand même 30% hein, qui n'arrivent pas à remplir ce truc-là tellement les critères, les questions posées sont complexes. Il faut savoir que les entreprises qui, pendant 3 ans, ont une note au-dessous de 75 devront payer 1% de la masse salariale en amende. Hein. Donc, il y a une limite à 75 points. Et alors, il se trouve que euh, les, attendez, je retrouve ça. Les directions régionales du travail vont contacter ces entreprises, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, et faire du cas par cas. Hein, parce qu'évidemment, ils se rendent compte que ça peut être des boîtes qui n'ont pas du tout les moyens de payer ce 1% de la masse salariale, donc ils veulent savoir est-ce que c'est par méchanceté, si l'entrepreneur n'a pas ses 75 points, s'il reste voilà, comment elles peuvent. Et cette ingérence dans l'entreprise est insupportable, évidemment, et va à chaque fois plus loin, et de toute façon est fondée sur des prémices qui sont fausses, c'est-à-dire si c'était vrai que les femmes gagnent 27% de moins que les hommes, comme on l'entend parfois, il y a des entrepreneurs qui auraient créé Mercedes Femmes ou Apple Femmes, et comme ça on aurait des Mercedes qui coûtent 27% moins cher que des Mercedes, ou des micro-ordinateurs 27% moins cher que des micro-ordinateurs. Ça n'est pas le cas, donc il faut se poser la question. Il faut se dire à un moment, il y a quand même une erreur. Et puis peut-être même qu'il est possible qu'il subsiste une difficulté des femmes, ou peut-être une modestie, une humilité, je ne sais pas, qui fait qu'elles demandent moins. Et alors, enfin, je veux dire, on est dans un contrat, puis ce n'est pas toutes les femmes, je veux dire, on est on a un échange entre un entrepreneur, son directeur son chef du personnel ou directeur des ressources humaines et quelqu'un, voilà, vous arrivez à une négociation.
qu'est-ce que l'État vient mettre son nez là-dedans, quoi. Alors, il y a Disney, assez bizarrement, Disney est moustachu, mais ils ne supportaient pas qu'il y ait des moustachus qui travaillent dans les parcs Disney. Voilà, c'était interdit. Bon. Et puis, il y a ce petit article de Libération qui date de 2000, où Disney, ayant du mal à recruter, ils ont finalement accepté qu'il y ait des moustachus qui travaillent si la moustache était bien taillée, qui travaillent dans les parcs Disney. Mais en France, on est allé plus loin. C'est une proposition de loi, mais le 9 mars 2024, elle a été votée massivement par l'Assemblée nationale. Et l'idée, dedans, on voit quand même dans cette proposition de loi, une femme blonde sur trois se colorer les cheveux en brun afin d'augmenter ses chances professionnelles et d'avoir l'air plus intelligente en milieu professionnel. Donc, voilà. Et l'idée, c'est d'insérer les mots. Alors, ils sont insérés, du coup, je sais pas quoi, une vingtaine de fois dans le corps de la loi, d'une loi qui existe déjà contre la discrimination professionnelle. Et donc, à chaque fois, ils rajoutent notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux. Tout vient, tout vient d'un problème de steward chez Air France qui avait des dreadlocks, là, les trucs rasta reggae, là, et qui s'était fait virer par Air France et qui a été obligé de le réintégrer parce qu'il avait le droit d'avoir ses dreadlocks tout en étant, ouais, mais c'est marqué d'ailleurs, pardon, commettait une discrimination en interdisant à un steward de porter des tresses. Voilà, donc. Bien, bien. Donc l'ingérence, ça n'arrête plus. Enfin, je veux dire, et les projets, les visions du monde et les projets politiques d'entreprise, évidemment, meurent avec ça. Alors vous avez aussi cet enseignant qui n'est plus autorisé à enseigner en maternelle après s'être fait tatouer les yeux. Hein, ça veut dire qu'avant de se faire tatouer les yeux, c'était autorisé. Hein, il avait le droit d'enseigner en maternelle. Donc maintenant c'est à partir du CP. Hein, d'accord. Donc au cours préparatoire, il n'y a pas de problème. On peut avoir les yeux comme ça, noirs. Pierre ne voit pas bien, mais ouais, voilà, ouais. Ça vaut le coup d'œil. Bon. Voilà. Et alors évidemment, c'est un champ infini, puisqu'il y a les hexacloïs. Cocosi ou Aexé, Conta, Hexaphobe, qui sont peur du nombre 666, qui méritent sans doute leur subvention, ou leur voilà, et les paraskevi, décatriaphobes, personnes qui ont peur des vendredis 13, et il faut absolument que les entrepreneurs cessent de les obliger à travailler, évidemment, le vendredi 13. Donc, cette recherche enfin, de minorité, de correction à apporter, etc., est infinie. Hein, on ne s'arrêtera jamais si on part dans cette voie-là. Et évidemment, à chaque fois, ça contraint l'entrepreneur. Si les gens ne veulent pas de moustachus, il y a peut-être un autre entrepreneur qui adorera les moustachus. Voilà, c'est pas. Les femmes moustachues, par exemple, les femmes à barbe. On n'en parle pas assez, mais voilà, bon. Et donc, ils ont réussi, par exemple, la Commission européenne a réussi à faire plier Facebook. Facebook écrivait jusqu'en 2019, Facebook c'est gratuit et ça le restera toujours. Et ils ont rendu obligatoire le fait que Facebook, non pas devienne payant pour tout le monde, mais propose une offre payante. Alors, tout le monde s'en fiche, tout le monde préfère avoir de la publicité plutôt que de payer. Mais enfin, ils ont quand même réussi à faire, alors que leur mantra, si j'ose dire, ou voilà, leur idée, c'était que Facebook serait gratuit pour toujours. Ils avaient dit ça aussi parce que beaucoup de gens disaient ah, Facebook va devenir payant. Machin. Il y avait sur Facebook même beaucoup de gens qui se plaignaient du fait que Facebook allait devenir payant. Et donc, ils ont bien précisé que ça n'arriverait jamais. Mais si, en fait, maintenant, c'est arrivé, la Commission européenne est parvenue. Voilà. Et puis alors, il y a la CSRD là, qui est passée là il y a un an, oui, c'est ça, oui, c'est depuis le 1er janvier, 1er janvier 24. Alors là, qui oblige les entreprises à remplir 500 indicateurs différents hein, sur la consommation d'électricité, de gaz, de machin, la place des femmes, tout ce qu'on veut. Enfin, alors c'est valable à toutes les entreprises de plus de 250 salariés, puis ça passe le 1er janvier là, à plus de 50 salariés, ce qui fait qu'on passe de 10 000 à 50 000 entreprises françaises qui sont concernées par ce truc-là, et les entrepreneurs avec qui j'ai parlé de ça m'ont tous dit que c'était le travail d'une personne à plein temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut embaucher un gars pour remplir leurs indicateurs. On peut pas. Hein, il y a trop de choses. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable la quantité de trucs. J'ai regardé ça dans le détail, c'était effarant. Parce que souvent, c'est des trucs subtils. Enfin, c'est de la recherche. Hein, c'est du travail qui est à faire pour les entrepreneurs. Alors voilà, donc on est désormais dirigé par les Khmers verts, il faut s'habituer. Et ça a été un petit peu anticipé, puisque Milton Friedman, en 1970, disait, alors c'est moi je me suis permis de traduire
Cette myopie se retrouve dans ses propos d'homme d'affaires sur la responsabilité sociale. À court terme, ils en tirent sans doute de la gloire, mais cela contribue à renforcer l'idée déjà trop bien installée selon laquelle la recherche du profit est nuisible, immorale, et qu'elle doit être limitée et contrôlée par des forces externes. Ce point de vue, une fois adopté, les forces externes qui endigueront le marché ne seront pas les consciences sociales pourtant surdéveloppées de ces emphatiques dirigeants, mais la main de fer des bureaucrates du gouvernement. Ici, comme en matière de contrôle des prix ou des salaires, les hommes d'affaires me paraissent faire preuve d'un tempérament suicidaire. Et c'est intéressant. Alors, à l'époque, c'était pas exactement ce qu'on appelle RSE aujourd'hui, c'était des entrepreneurs qui pensaient qu'il fallait utiliser une partie des profits non pas pour les donner aux actionnaires, mais pour les donner à des organisations charitables. Hein, et puis, mais parce qu'il y avait cette idée qui traînait à la fin des années 60 et au début des années 70, que le capitalisme était quand même un système au fond immoral, qu'il fallait le reconnaître, qu'on s'en mettait plein les fouilles, mais que c'était quand même pas très positif et tout. Donc, hein, c'est les idées communistes, hélas, voilà, progressaient et comme le dit très justement Alain Besançon, on ne fera jamais l'inventaire complet de tout ce de toutes les traces que le léninisme pardon, a laissé dans la pensée occidentale moderne. Je ne sais pas si je trahis pas trop, si je trahis pas trop la phrase, mais enfin disons c'est ça l'idée enfin, défendue par Alain Besançon. Et donc à cette époque-là, c'était déjà suffisamment fort pour que Milton Friedman ait écrit cet article. Voilà, sur les salaires, sur le contrôle des prix, bon, finalement, les gens disaient oui, c'est vrai, il y en a qui abusent, etc. Enfin, et puis, derrière, on aboutit à Elisabeth Borne qui considère qu'il faut taxer les entreprises qui augmentent trop leur prix en période d'inflation et pour certaines, c'est pas justifié. Voilà. Donc, hein, parce que c'est elle qui sait quand c'est justifié et quand c'est pas justifié, et elle n'a pas compris que la concurrence entre les. 5-10 minutes? Ouais. Oui. Elle n'a pas compris que la concurrence entre les grands distributeurs, entre Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché et les autres, pouvait suffire à faire baisser les prix des producteurs et que s'ils les augmentaient, ce n'était pas pour le plaisir, c'était juste parce qu'ils n'avaient pas moyen, avec l'inflation créée par le gouvernement, de faire autrement. Voilà, alors si on remonte un petit peu à la genèse de cette nouvelle forme de responsabilité sociale et environnementale, on doit penser à Robert Owen, voilà, qui au 18e et 19e siècle, surtout au 19e siècle, a travaillé dans une filature, il n'était pas enfin, je crois qu'il était fils d'un artisan, euh, et donc il a appliqué des méthodes assez novatrices pour l'époque. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé les écoles primaires en Angleterre. Hein, la première école primaire a été créée à New Lanark en Écosse. Lui est gallois, mais il a créé ça, voilà. Et puis beaucoup de choses, des blanchisseries, des achats moins chers pour ses ouvriers, etc. Enfin, voilà, pour limiter justement, je sais pas quoi, l'alcoolisme, des choses comme ça. Et ça a marché très très bien. Il a eu un très grand succès. Puis il est allé un peu trop loin et son truc est devenu, on va dire, paléo-socialiste. Il a voulu créer dans l'Indiana un village, une ville qui s'appelle New Harmony. Et bon, ça a été un échec. Il y a investi sa fortune, elle a été perdue, mais qui est vraiment dans la foulée des Saint-Simon, Saint-Simon l'autre, Saint-Simon, pas le mémorialiste, mais le philosophe socialiste, on va dire, donc, enfin, le phalanstérien, voilà, Fourier, Cabet, tous ces gens, Godin, le familistère de Godin qu'on peut voir. Il y avait un reportage il y a quelques jours là, pour dire que désormais l'État ne finançait plus, je crois, la rénovation du familistère de Godin. Mais voilà, c'est cet esprit-là. Dans la période moderne, c'est The Body Shop qui, alors en 1976, une chômeuse anglaise, Anita Roddick, a eu l'idée de créer un magasin comme ça et de se dire, bon, ben, finalement, pour des produits pour la peau, il y a des recettes de grand-mère qui existent à base de je sais pas quoi, de miel, de confiture de fraises, etc. Donc, je ne vais pas faire de tests sur les animaux. Et puis, au fur et à mesure, elle a ajouté d'autres caractéristiques comme ça, voilà, pour protéger, je sais pas tout, la planète, les droits humains, ce qu'on veut. Enfin, bref. Voilà, ça, 8 femmes sont des top modèles, 3 milliards n'en sont pas. Il y a une autre affiche où il y avait et si plutôt que de vous parler de votre âge, on vous parlait de votre peau, des choses comme ça. Bon, une approche assez originale, une vision du monde là aussi, hein, défendue sur le marché des cosmétiques et qui a eu un très grand succès. À tel point d'ailleurs que Anita Roddick est morte et ça a été racheté par L'Oréal. Mais finalement, c'était déjà un coin à la façon de Friedman, disons, qui était peut-être enfoncé. Et puis, si on prend Édouard Leclerc, à un moment, il disait, bon voilà, agissons ensemble pour protéger l'environnement, Leclerc ne veut pas être présent partout, mettons fin avec votre aide à la pollution par les sacs plastiques. Donc jusque-là, Leclerc est responsable, puis là où il est coupable, c'est quand ils disent,
les stacks Leclerc une exception qui devrait être la règle, hein. Donc, ils poussent un petit peu, évidemment, le législateur. Et effectivement, en 2005, les députés français ont voté l'interdiction des sacs plastiques à partir de 2010. Donc, voilà. Alors, c'est naturel pour les entreprises, finalement, de réfléchir finalement aux conséquences de leurs actions et d'essayer d'élargir finalement le cercle de leurs responsabilités. C'est très, très judicieux. C'est même plus une entreprise ou une personne voit à long terme, finalement, plus elle restreint le champ de ses possibles. C'est-à-dire, si je veux manger un sandwich à tout prix, je peux tuer quelqu'un pour le manger. Si je pense absolument pas à ce qui va se passer derrière, si j'ai aucune idée de ce qui se passera dans 20 secondes, je peux tuer. Et puis, si je pense à un peu plus long terme, je me dis, je vais essayer de pas me faire voir quand je vais lui voler son sandwich, et ainsi de suite. Et plus ça va, plus je vais, en pensant au long terme, et les entreprises pensent au long terme mieux que les hommes politiques. Hein, je vais restreindre le champ, mais si on regarde ce qu'il y a au bout de la lunette, hein, le degré d'angle est très faible, mais la variété est extraordinaire. Hein. C'est pour ça que, pour ce qui est des solutions dites responsables ou en respectant l'environnement, voilà, il y a une grande variété entre un truc qui est recyclé, durable, autoproduit, biomimétique, faible consommation, rechargeable, biodégradable, polyvalent, etc. Énormément de solutions existent et le législateur n'est pas capable d'arbitrer parmi toutes ces solutions. Ça en fait beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de manières enfin, d'avoir une bonne innocuité environnementale, disons, enfin, ou d'être même bénéfique pour l'environnement, et le législateur ne peut pas. Et alors, les entreprises superposent les strates de performance, finalement. La responsabilité sociale et environnementale de Pierre Tarodic n'est qu'une strate de plus et ne devrait rien n'être d'autre qu'une strate de plus. Hein, avant, on a eu la rationalisation des tâches, le management, enfin, l'administration de l'entreprise, comme il l'appelait Henri Fayol, le Fordisme, le Toyotisme, etc., enfin, le design, la communication, toutes ces choses-là. À chaque fois, les entreprises sont obligées, évidemment, de se mettre au niveau des autres. Et probablement que cette responsabilité sociale et environnementale est importante, mais ça n'est jamais qu'un facteur concurrentiel et ça ne devrait jamais être autre chose, finalement. Et quand on a une pression, une progression par la législation, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait progresser les entreprises comme ça, par palier. C'est-à-dire, tac, d'un seul coup, on arrive effectivement à l'égalité homme-femme. Voilà, il n'y a plus de misogynie, tac, en tout cas, c'est légalement interdit, etc. Donc, d'un seul coup, on se dit, on fait un énorme progrès. Mais si on regarde bien, à chaque fois, on fait des petits stress légaux comme ça, par palier, et à chaque fois, les entreprises sont obligées d'avoir un rattrapage. Et très probablement qu'une progression organique qui laisserait les entreprises être en concurrence naturelle ferait qu'on serait beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Hein. Donc, finalement, arrêtons d'embêter les entreprises. Et naturellement, les entreprises favorisent la coopération entre individus, etc. Pour ça, je mets de froid dans le roast beef. Hein, voilà. Monoprix et Prix Unique en 31 et 32, nés en 1931 et 1932, sont deux entreprises qui ont eu un énorme succès parce que les clients pauvres n'étaient pas jugés à l'entrée dans le magasin puisque c'était du libre-service et les clients riches n'étaient pas agressés par les vendeuses dans les magasins non plus parce que c'était du libre-service. Donc voilà, et ça, c'est aussi un facteur d'égalisation. Il y a aussi Alfred Slow Jr., le patron de General Motors, qui à l'époque est allé jusqu'à 800 000 salariés, hein, qui disait il est du devoir du chef d'entreprise d'être objectif et impartial, il doit absolument être tolérant, ne pas prêter attention à la manière dont un homme fait son travail une fois qu'il se retrouve seul, qu'il apprécie l'homme ou qu'il ne l'apprécie pas. Il doit se préoccuper seulement des performances et du caractère. Cela est incompatible avec l'amitié et les relations sociales. La solitude, la distance et la formalité sont les devoirs du chef d'entreprise. Alors depuis, ça a été très contredit par ce qu'on appelle l'école des ressources peu importe, c'est à peu près des ressources humaines de Delton Mayo, enfin comment dire, il faut s'intéresser aux salariés, les laisser ce qu'on appelle libre de bien faire, mais enfin peu importe, c'est quand même l'idée que Alfred Sloan Jr. se fiche de savoir que son employé est homosexuel, juif, noir, etc. C'est pas le problème. En fait, il veut juste des gens qui bossent bien dans ses usines et il n'a aucun souci avec les caractéristiques personnelles des uns et des autres. L'entreprise réunit des actionnaires, des employés, fournisseurs et des clients. Et il y a des liens entre les trois, puis même les trois. Je peux être un salarié des Sealers, avoir besoin de lunettes, donc être un client des Sealers, et puis 37%, je crois, du capital des Sealers appartient aux salariés. Donc, je peux être aussi actionnaire des Sealers. Hein, voilà. Et puis, même les gens qui ne font partie d'aucune de ces trois catégories sont respectés par les Sealers parce qu'ils peuvent faire partie un jour des actionnaires, des employés ou des clients ou des partenaires des Sealers. Donc, l'entreprise est vraiment un extraordinaire facteur d'intégration.
Et alors voilà, nos hommes politiques nous rebattent les oreilles de toutes les EdTech, FoodTech, Biotech, HealthTech, MedTech, FinTech, CleanTech, GreenTech, etc. Ils en oublient une qui est absolument fondamentale, c'est les property tech. Hein, c'est-à-dire c'est le fait que les droits de propriété légitimes, c'est quand même ce qui est le plus important pour laisser se développer des entreprises. Il n'y a pas d'Airbnb qui soit possible si je ne suis pas propriétaire de mon logement, si je ne le loue pas à qui je veux quand je veux. Il n'y a pas de Uber possible si je ne suis pas propriétaire de ma voiture et que je viens taxi avec si je veux. Je n'ai jamais accordé au taxi le droit de ne pas me servir de ma voiture, moi, pour qu'eux puissent avoir le monopole du taxi. Et voilà. Et j'ai quelques articles, si ça vous intéresse de les recevoir, n'hésitez pas à prendre mon adresse email, à me les demander. Je vous les enverrai très volontiers. Il y en a sur la publicité, sur l'entreprise. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai mis que ceux qui concernaient l'entreprise et la publicité. Voilà. Merci Olivier. Alors, Donc, si quelques... vous avez des questions. Nicolas, oui, monsieur, oui. Oui, il y a une petite chose, deux choses. Une petite que moi j'ai vécue. J'avais du personnel dans une grosse maison française qui a une boutique à 20 mètres d'ici d'ailleurs. Oui. Il fallait, il y a 10 ans, parce que j'y suis plus, traîner les gars par la peau du cou pour qu'ils aillent à des formations wokistes. Ils n'avaient aucune envie d'y aller. Bien sûr, Et oui. maintenant, on leur fait des tests sur Internet Oui. pour voir s'ils ont bien appris les leçons wokistes. Oui. Naturellement, ils font la gueule. Peut-être dans des générations plus récentes, j'allais dire, Oui, ça se oui. passe mieux. Mais Je ne les crois gens- pas, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça gâte tout le monde. Enfin, ça agace tout le monde, mais Oui. ça continue à progresser, comme vous le disiez très bien. La deuxième remarque que je voulais faire, et je m'arrêterai là, il y a, vous avez parlé des entreprises, de l'action de l'État, de la législation, et puis de la clientèle. Il y a un quatrième larron dans le paysage qui s'appelle les fonds d'investissement. bien sûr, oui. Alors, les fonds d'investissement mettent des critères pour pouvoir acheter le papier des boîtes qui émettent des actions, des obligations, ce qu'on veut. Et on va se vanter après que, ah oui, mais regardez le papier qui est labellé durable, écologique, ISR, etc. Regardez, il performe mieux. Mais si les gens sont obligés d'avoir ce genre de label pour Bien sûr. pouvoir émettre sur les marchés, Oui, oui. naturellement, leur papier va être acheté, et par la force des choses, ils vont mieux se performer. Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Moi, j'ai connu ça avec le tabac, avec la corruption, avec un certain nombre de choses. Je vous raconte une histoire en 10 secondes parce que c'est marrant. J'étais dans le conseil d'administration d'une filiale de ma boîte. J'étais déjà plus dedans, donc j'avais la liberté de parole, c'était pas mal. Le type raconte les performances du truc. Bon, on a eu le tabac, le pétrole et ensuite la corruption. Pourquoi vous avez moins bien performé que les voisins? Ah ben parce qu'on n'a pas acheté l'Italie. Bon, pourquoi vous n'avez pas acheté l'Italie? Parce que c'est corrompu. Je dis, on vient de racheter une banque de 10 000 personnes en Italie. Comment on a fait là? C'est corrompu. Ah oui, mais il y a un indicateur OCDE qu'on a pris qui nous dit qu'on a le droit d'acheter et qu'on n'a pas le droit d'acheter. Bien sûr. Oui. Moi, je leur dis quand même, prenez n'importe quel rapport de la Cour des comptes, d'une Cour des comptes régionale prise au hasard en France et vous verrez, il n'y a pas que l'Italie. Bon, ça, je disais ça pour déconner. Non, puis il va se passer un truc, mais il bon. va se passer un truc, c'est que les investisseurs internationaux vont plus avoir le droit d'acheter de la dette française dès qu'on sera passé, je crois, à A, B ou à A-, Ah oui, enfin, un alors truc comme ça. ça, Ah, c'est ça, c'est que là, c'est cette encore agence autre de chose. notation, c'est-à-dire tant qu'on est dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Oui. ils achètent, brutalement, ils vont plus acheter parce que l'agence de notation aura fait chuter d'un pouillème la note. Ou même légèrement avant, parce que si vous anticipez que l'agence de notation Bien va sûr. faire ça, Bien vous sûr. allez le papier en l'air, Ouais. le taux va monter, et ça sera Bien sûr, monsieur. des anticipations réalisatrices qui vont être dans le coup, je veux dire. Donc voilà, merci. Non, oui, alors c'est très intéressant. D'ailleurs, le papier que tu m'as transmis parle un petit peu de ça, et d'ailleurs considère que Friedman est un petit peu ringard, justement du fait qu'à son époque, les actionnaires n'étaient pas complices de ce. Et qu'aujourd'hui, les actionnaires demandent des entreprises RSE. Voilà, et donc il dit ça change un petit peu la donne, puisqu'il y a une demande et des employés, du public et des actionnaires, enfin, tout le monde communie dans la même recherche RSE. Ils disent ce qui est très grave, c'est qu'en plus, ces actionnaires-là sont un nombre limité. C'est les acheteurs de BlackRock, etc. Enfin, voilà, et que leur influence est mondiale, d'ici dans le même article,
Alors c'est intéressant, d'ailleurs, je pourrais vous envoyer l'article, enfin, ou Pierre vous envoyer l'article. C'est intéressant, mais l'article porte plus d'ailleurs sur le fait que ces quelques investisseurs internationaux, à eux seuls, mettent peut-être, selon les gens de l'article, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, mais enfin, c'est trop long à parler, mettent peut-être en danger la démocratie en ayant une influence finalement très importante. Voilà. Alors, ce qu'ils disent aussi, d'ailleurs, ils disent et là non plus, je ne peux pas être complètement d'accord avec eux. Ils disent qu'il y a des domaines qui font l'unanimité, comme la lutte contre la pauvreté, la pollution, le changement climatique, et qu'en revanche, il y a des domaines qui sont controversés, comme le droit ou non à l'avortement, le droit ou non de porter des armes, etc. Et que dans ces domaines controversés, l'influence de ces investisseurs internationaux est trop importante parce que, précisément, elle influe sur les décisions qui vont ensuite être prises et elle pervertit la démocratie de ce point de vue. Enfin, en tout cas, ils mettent en avant le danger qu'il y a de pervertir le libre jeu démocratique par le poids de ces investisseurs. Nicolas, Je ne pouvais même pas. à part la Xbox. Alors, je discute avec Milton Friedman depuis une quinzaine d'années parce que je suis entièrement d'accord avec son argument sur la corruption de l'idée même du marché. Mais en même temps, je lis beaucoup les arguments en faveur du capitalisme conscient. C'est-à-dire, si on commence par l'idée que le capitalisme est une chose noble, créer de la richesse est une chose noble, il est socialement utile de créer des emplois, innover, créer de la richesse, etc. Est-ce qu'on ne peut pas en même temps laisser une certaine responsabilité à l'entreprise pour que l'État, justement, ne s'en mêle pas? Parce qu'on peut admettre qu'il y a des choses. Premièrement, on peut innover, on peut laisser à l'entreprise la responsabilité de créer un avion moins cher, qui pollue moins, qui consomme moins, etc. Mais il existe aussi des tâches sociales, disons, qui sont plutôt du ressort de la société civile et non pas du marché. Et ne peut-il Par exemple pas être la lutte contre la pauvreté, par exemple? Oui, d'accord. Oui. Donc, si le marché ne s'en occupe à court terme, bon, à long terme, on sait tous ici que c'est le marché qui. Ben oui, oui, et voilà. Et alors c'est ce que je dis avec mon petit tableau là, sur les escaliers et la progression organique, c'est que finalement, à force de considérer que le marché n'est pas capable de faire, on freine le marché en permanence et les entreprises vivent dans ce rattrapage permanent. Il n'y a pas une fonction utile à court terme pour l'entreprise, justement, de manière volontaire, pour justement participer à la société civile pour que l'État ne s'en occupe pas. Ben, en tout cas, Boussac, enfin tout ce qu'on appelait le paternalisme, là, je parlais de Robert Owen au XIXe siècle, ces entrepreneurs ne se sont pas plaints, enfin en tout cas, ils ont volontiers justement été chercher à améliorer, enfin, Dassault a beaucoup fait ça. Enfin, parfois exagérément, il est allé jusqu'à acheter des votes, enfin payer, mais il offrait des piscines aux électeurs aussi, mais surtout à ses salariés. Enfin, donc, enfin, il offrait beaucoup de choses à ses salariés. Et donc, bon, c'est très, très positif, mais je crois que les entrepreneurs font ça de manière concurrentielle. C'est-à-dire, ils savent qu'ils peuvent se le permettre jusqu'à un certain point, puis ce qui serait ridicule, c'est de rendre ça obligatoire. C'est-à-dire, évidemment, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne peuvent pas se le permettre. Alors, peut-être qu'ils souffrent justement du fait que leurs ouvriers sont plus alcooliques que ceux de Robert Owen parce qu'ils ne leur offrent pas des blanchisseries des écoles primaires et des choses comme ça. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont eux qui subissent les conséquences, peut-être à ce moment-là, de leur manque d'implication dans la société civile. Hein, c'est un petit peu ce que je montrais, là, je suis passé très rapidement dessus, là, sur mon truc en cercle concentrique. Hein, c'est qu'un entrepreneur a intérêt à se poser la question parce qu'on risque de lui opposer, même s'il n'y avait aucune règle internationale, on pourrait dire à Nike, tel ballon a été fabriqué par des enfants pakistanais de 6 ans, bon ben, Nike aurait honte finalement de ça, ou pas, enfin je veux dire, mais en tout cas, pardon? Au contraire, ils ont créé des emplois pour des enfants qui auraient été en. Alors, ça, il y a un autre débat, c'est si les enfants ne font pas des ballons de football, parfois ils se prostituent. Et donc, je suis d'accord avec, mais ça, peu importe, on ne va pas rentrer là-dedans. Nike ne va pas non plus changer les mentalités de tous les États-Unis, etc., etc. Mais en tout cas, c'est sûr que plus une entreprise est grande, marche bien, etc., plus elle sait que sa réputation est en jeu au moindre écart et plus elle est tentée justement de faire attention. Peut-être aux États-Unis les effets du retrait de la législation, parce que là, oui.
toutes les politiques d'inclusion obligatoires dans les grandes entreprises sont progressivement abandonnées suite à, comment dire, à la décision de Mark Zuckerberg avec Facebook. Oui, oui. Et progressivement, les entreprises disent bah, nous non plus, on ne veut plus. Et finalement, l'administration américaine actuelle va sans doute retirer toutes les obligations légales d'engagement à la parité, l'inclusion des Noirs, etc. Et on verra dans quelle mesure les entreprises le font volontairement. Bien Et sûr. aujourd'hui, la question que je me pose moi, c'est dans quelle mesure il y a un collaborationnisme des entrepreneurs à des choses qui sont aujourd'hui réglementaires, ou est-ce qu'ils le feraient, quand tu parles du body shop, on en a déjà parlé, et tu as dit elle enfonce un coin, ou elle a enfoncé un coin. Peut-être, oui, oui. Je me semble que c'est ça qui se passe, en fait, c'est que ce n'est plus l'État qui impose ces règles, c'est les entrepreneurs qui se les imposent eux-mêmes, et qui finissent par provoquer la demande de règles. Et la question, c'est qu'aux États-Unis, c'est en train de s'inverser, à la faveur de mouvements que certains qualifieront de populisme, mais qui pour moi sont plutôt de bon sens. Et la question, c'est est-ce que les entrepreneurs vont continuer, comme Coca-Cola, tu avais une image Coca-Cola Live, je ne sais pas quoi, là. Est-ce que Coca-Cola va continuer de surfer sur le greenwashing, l'inclusion, la parité, ou est-ce qu'ils vont se libérer de ça? D'abord, le politique devrait résister à, voilà, si The Body Shop ou Leclerc, oui, non, je suis d'accord que, mais normalement, ce qu'on demande aux politiques ou aux électeurs, c'est de voter pour et c'est à nous de les informer avec nos belles idées libérales, de les informer sur le fait qu'ils ne doivent surtout pas voter pour des hommes politiques qui vont rendre obligatoire, finalement, ce qui fait la supériorité concurrentielle de The Body Shop ou de Leclerc avec ses sacs plastiques. Bon, alors peut-être qu'au bout d'un moment, ça énerve Leclerc parce qu'ils se disent nous, on paye cher le fait de ne pas avoir de sac plastique, on voudrait que les autres, on voudrait leur imposer, mais là aussi, l'homme politique, normalement, devrait résister à ça. La manche concurrentielle, puisqu'en France, on va se retrouver face à des concurrents américains qui n'auront plus ces obligations de parité, d'inclusion, etc. C'est pour ça que les hommes politiques ne devraient pas les rendre obligatoires. Et concernant l'inclusion, le fait d'obliger les entreprises à embaucher la diversité, etc., soit on considère que il y a des gens qui sont d'origine maghrébine qui sont très compétents. S'il y a quelqu'un qui se prive de leurs compétences par racisme, normalement, son entreprise ira moins bien. Donc voilà. Et si il s'avérait que les moustachus sont moins efficaces que les autres, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de considérer que le chef d'entreprise est responsable de l'avenir des moustachus. Son but est de produire, je ne sais pas quoi, des bouteilles d'eau, voilà, qui produisent des bouteilles d'eau avec ou sans moustachu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui. De l'autre côté de l'Atlantique, va obliger finalement le législateur français. J'adorerais. Par principe de réalité, c'est que les entreprises ne seront Bien sûr. Mais le législateur peut aller très très loin dans la stupidité. C'est-à-dire que là, on est quand même en train de tuer absolument tous les constructeurs automobiles européens. C'est-à-dire ils sont virtuellement morts. Avec des véhicules électriques dont on sait maintenant qu'ils polluent, ils exhalent, on va dire, du dioxyde de carbone à raison de 2,5 fois plus durant leur cycle de vie que des véhicules thermiques, sur lesquels il y a un siècle et demi d'invention qu'on va rayer comme ça d'un trait de plume. On oublie, je veux dire, avec des cars qui s'enflamment, des maisons, des immeubles qui s'enflamment parce qu'une voiture électrique était dans le garage, etc. L'an prochain, dans les 3 années qui viennent, je crois que les constructeurs chinois vont recevoir 50 milliards d'amendes payées par les constructeurs européens qui n'auront pas la quantité de véhicules vendus, la quantité de véhicules électriques qu'il faudrait, alors que les Chinois, pour eux, c'est un marché sur lequel ils arrivent, donc finalement, ils n'ont pas ce problème. Ils peuvent vendre 100% de véhicules électriques, je veux dire, et récolter du coup la manne des amendes payées. Je veux dire, et donc les hommes politiques, et je crois que c'est une nouveauté d'ailleurs. Les hommes politiques considèrent désormais qu'ils peuvent aboyer des ordres et être obéis par le marché, c'est-à-dire considérer qu'ils peuvent. Or, aux États-Unis, ils ont élu des gens qui vont. Mais on va peut-être élire des hommes politiques qui sont moins bêtes aussi. Je l'espère. Non, bien sûr, non, mais en tout cas. Il y aurait une obligation pour les législateurs européens de se mettre aux normes, aux non-normes américaines prochaines, futures. La question, je crois que ce n'est pas parce qu'ils y seront obligés, je pense qu'ils sont prêts à se suicider, à nous suicider avec eux. Non, c'est pas la question. Quitte à perdre.
Ah oui, bien sûr, le mec. Dans le domaine du- Non, non, bien sûr, on verra pour les prochains. On a, Peut-être une autre question. on a une question là à droite peut-être. Là. Oui, non, alors, Oui. monsieur. Oui. Il y en a deux. Tenir compte au fait, il y a un mot dont on n'a pas parlé qui est le mot idéologie, Oui, oui. qui est payant, qui C'est commence vrai. dès la maternelle en France, C'est exact. dans certaines écoles, Oui. dans la plupart des écoles, vous devriez dire, ça c'est une première chose. Mais deuxièmement, il y a des choses assez effarantes. Lorsque Madame van der Leyen a commandé à Monsieur Draghi un rapport sur les problèmes de compétitivité de l'Union européenne, il a rendu ce rapport et dans le constat, il y a le côté destructeur des normes. Oui. Ça prend une certaine place. Le même jour, on peut vérifier, on peut aller voir sur Google, le même jour, la Commission européenne en a remis une louche sur je ne sais plus trop quel ensemble de normes, exactement le même jour. Mais c'est une usine à normes, ils ne peuvent pas faire autrement, c'est leur Ce qu'il métier. faut voir, c'est que dans les ministères, à droite, à gauche, à l'intérieur des entreprises, dans les directions du personnel, pardon, dans les directions des ressources humaines, on voit mon âge. Je dis chef du personnel. Voilà, le chef du personnel, un ancien militaire. Donc, aussi bien là-dedans, dans les directions de communication, etc., vous avez des dizaines et des dizaines de types dans les grosses boîtes qui font ça, qui ne savent rien faire d'autre. Donc c'est un lobby à l'intérieur Bien sûr, qui milite pour ces trucs-là. Évidemment, évidemment. Aussi bien dans la sphère étatique. Non, non, mais complètement, bien sûr, c'est sûr. Je n'ai pas de solution, c'est un cercle vicieux, effectivement. Oui, Pour rebondir, j'avais fait une anecdote sur la TSRD, oui, oui, oui. qui est une norme, c'est un rapport qui a été certifié par les commissaires en compte, Oui, oui, qui étaient contents de pouvoir le faire parce que ça fait une mission obligatoire de plus. bien sûr. Mais qui malgré tout ont dû subir une formation de 90 heures pour avoir le droit de le faire, et qui aujourd'hui eux-mêmes, là, le président a envoyé une lettre pour dire que c'était trop compliqué, qu'il fallait simplifier parce que c'était. Ah oui, intéressant. Ah, c'est passionnant, oui, bien sûr. Ah oui, non, c'est dire à quel point le truc est délirant, quoi. Ah oui, si même les commissaires aux comptes, dont c'est le métier et qui ont eu 90 heures de formation, trouvent que le truc est irremplissable, non, c'est parfait, je veux dire, mais. Enfin, je l'appelle je m'évoque, la législation, ça me nuise en Europe. Et je crois que c'est ce qui va être intéressant parce que beaucoup des phénomènes que tu as décrits, c'est des phénomènes qui concernaient avant surtout les grosses boîtes, quoi. Hein. Il y avait, Oui. et là, avec ces. Oui, parce qu'on fait cette partition de toute façon entre les gros méchants et les petits. Voilà, cette réglementation qui va toucher les boîtes de plus de les 50 petits personnes, voilà, on se demande jusqu'où ils vont accepter l'esclavage, quoi. Hein. Ça va être. Ah ben, Je sais pas, si j'avais une petite n'acceptent boîte pas. et que je suis obligé de mettre un temps plein pour remplir un formulaire, Oui. waouh. Et ils ne l'acceptent pas, mais quand on est une boîte de 50 personnes, en général, on n'a pas non plus une audience internationale ou nationale. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup quand les grandes entreprises, comme je montrais les affiches Leclerc, etc., prennent la parole. Je trouve ça très très bien voilà, qu'elles manifestent leur désapprobation vis-à-vis de législation délirante. Est-ce que des entreprises accepteront de s'associer pour dénoncer la CSRD, etc. Je l'appelle de mes voeux. Ça fait des années d'ailleurs que je propose à des entrepreneurs de faire des publicités sur ces sujets-là. Bon, ça ne les passionne pas. Ils ne veulent pas prendre le risque, évidemment, de se faire taper sur les doigts. Je le comprends très bien et c'est pas moi qui les. Je peux pas, j'ai de toute façon pas les moyens de les forcer, mais je suis bien obligé de comprendre leur point de vue, quoi. Ouais, j'avais une petite question de. Déjà, à un moment, tu mentionnais les inégalités entre hommes-femmes, etc. Je crois que c'est François qui nous a fait passer des papiers il n'y a pas trop longtemps sur des gens qui ont tenté. Enfin, ma question porte sur la mesure de ces phénomènes, quoi. Je crois que. Et bon, je sais que sur les inégalités hommes-femmes, il y a toute une littérature qui est assez. Oui, il y a une vidéo là où. Mais j'ai beaucoup aimé aussi ton graphique là, avec sur l'innovation et les escaliers, alors, qui peut être un peu généreux, puisqu'à travers des choses comme la voiture électrique, par exemple, on peut voir que des fois, il y a des marches où on descend. Voilà, tu as raison. C'est pas toujours forcément que. Mais voilà, je me demandais, et il doit y avoir hein, des études un peu comparées, justement, c'est une éternelle question. Je crois qu'il y a beaucoup, même quand on parle des étudiants, les gens qui disent, ah ben oui, mais quand même, le progrès, il s'est beaucoup fait grâce à des réglementations, le travail des enfants, le ceci, le cela. Et je crois effectivement que tu as fait raison, la réglementation, elle va faire qu'on va monter éventuellement une marche. Mais voilà, après, c'est toujours le contrefactuel, quoi. Est-ce que les enfants
en 2025 travailleraient toujours dans les mines s'il y avait pas, on n'avait pas voté cette loi. Bon, je ne le pense pas, mais voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé peut-être en comparant, je ne sais pas, des endroits où il y a beaucoup de réglementation et des endroits où il y en a moins La féminisation du métier est directement corrélée à la baisse moyenne des salaires dans ces métiers. Oui. La féminisation du métier de professeur est corrélée à la baisse du niveau de salaire des professeurs. Chez les avocats, c'est la même chose. Chez les juges, c'est la même chose. Alors, sur les avocats, nous, l'étude qu'on a vue, en tout cas pas de partout, c'est ça, François? Les avocats, aujourd'hui, ils galèrent pour trouver des clients. En fait, il y a un grand nombre d'avocats qui sont des avocats. C'est 2 tiers des métiers juridiques aujourd'hui qui sont occupés par des femmes. Et dans les entrants, c'est plutôt 80%. Et les revenus moyens des avocats, des juges, des juristes en France sont en baisse. Donc, je ne sais pas si corrélation et causalité, c'est pour la question. Est-ce que corrélation et causalité, en l'occurrence, j'ai l'impression que le fait de féminiser de force des métiers ne les rend pas attractifs. En Russie, quand tu donnes le nom de ton métier, si tu es une femme médecin, tu dis je suis un médecin, parce que c'est humiliant d'être une médecin. Le mot existe, mais personne ne le dit parce que ça dévalorise le métier. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. À une époque, il y avait des femmes ministres qui disaient qu'ils voulaient qu'on l'appelle Madame le ministre et surtout pas Madame la ministre. On dit qu'elle est auteure ou autrice. Oui, il y a un grand nombre de femmes qui préfèrent être qualifiées d'auteur sans genre neutre. Oui, voilà. bien sûr. Je ne sais plus quel académicien avait fait une lettre en disant qu'en fait, en français, il y a Jean-François Revel. C'était lui? Oui, c'était excellent. Oui. C'était excellent. Un papier là. En fait, il avait mis en avant qu'en fait, en français, on avait un genre neutre qu'on ignorait, Bien sûr. qui était ça, et qu'il ne fallait pas y voir les Évidemment. connotations, en fait. Alors, une réponse, c'est que l'homme libre est plus productif que l'esclave, donc voilà, et que les idées ne viennent jamais du politique, hein, c'est toujours parce que moi, je travaillais dans la publicité, il y avait énormément de mères de famille qui ne travaillaient pas le mercredi après-midi parce qu'elles s'occupaient de leurs enfants, etc. Et pour une conceptrice rédactrice, c'est pas un problème. On sait qu'elle va travailler sur son idée publicitaire un peu de la même manière qu'elle soit au parc. Hein, c'est une obsession, il faut rendre le truc vendredi, donc qu'elle soit chez elle ou qu'elle soit pas chez elle. Bon, et puis le politique derrière dit bon, bah, puisque c'est possible dans les agences de publicité, on va faire les 35 heures partout, partout en France. Bon, alors là, vous tombez dans des entreprises de bonneterie où vous avez que des ouvrières, disons, qui sont en train sur des machines à coudre. Et là c'est la faillite. Enfin, je veux dire, donc, mais en tout cas, l'idée vient du fait que dans des entreprises, on ne fait pas travailler les enfants. Robert Owen, effectivement, a initié cette idée en Angleterre que les enfants devaient aller à l'école primaire et que ce n'était pas leur rôle. Et comme ces entreprises de New Lamarck fonctionnaient très bien, bon, bah, il a fait la démonstration qu'on pouvait tout à fait se passer du travail des enfants. Ensuite, combien de temps ça aurait mis pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui travaillent dans les mines, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose d'attendre d'avoir 18 ans pour se mettre à travailler. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui gagneraient à travailler plus tôt que ça. Moi, je sais que j'avais très, très envie de travailler. Je ne supportais pas l'école et j'avais très, très envie de faire des choses qui servaient à quelque chose. Ça m'énervait terriblement. Voilà, enfin, mes professeurs n'avaient pas réussi à me passionner. Je n'avais pas eu la chance d'avoir Jacques Garallo comme professeur. Donc, voilà, bon, peu importe. Voilà, puis une autre chose. Oui, il y a une vidéo qui existe sur Internet. Il y a un gars qui donne les 25 raisons pour lesquelles les femmes sont moins payées que les hommes. Alors, il y a plein de choses. Elles sont très nombreuses à préférer justement des temps partiels, etc. Bon, il subsiste un pourcentage, je crois 9% de salaire qui ne s'explique pas vraiment. Enfin, voilà, donc, ce qui s'explique par le fait que quand elles négocient moins sauvagement que leurs homologues masculins en moyenne, parce qu'une fois de plus, il y a des femmes qui sont avides et qui font savoir. Enfin, voilà, bon, peut-être pour préciser mon idée, il y a sur l'innovation, mais pas en matière sociale ou environnementale, il y a cette littérature des 10 dernières années qui va opposer comment s'appelle-t-elle, Mazzucato, avec une Deirdre McCloskey et Mingardi. Donc, Mazzucato disant, regardez, en fait, toutes les choses qui se sont passées au niveau de l'Internet, tout ça, c'est l'État qui était à la baguette, c'est l'État qui a... Et puis McCloskey, Mingardi et d'autres disant, ça, c'est pas vrai.
Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu. Bon, mais voilà. Donc, je me demandais s'il y avait le même type de littérature du côté de l'innovation en matière sociale, quoi. Voilà, c'était ça un peu ma question. Et en tout cas, si elle n'existe pas, je pense que ça serait intéressant d'essayer voilà, de la développer. Oui, alors, Dire, voilà, l'histoire du progrès social, en quelque sorte, comment ça s'est passé, et le rôle des lois, des réglementations versus le rôle de ce qui se passe dans les entreprises. l'innovation Sur le fond, je sociale, suis 100%, enfin, oui, sur non, l'analyse et le oui, fait que. Mais voilà, je me demandais s'il y avait une littérature, si elle existe, ou si ça serait ça peut-être mérite intéressant peut-être effectivement de la ces chiffres. développer, quoi. Ça C'est très mérite ça, peut-être, oui, je me cette suis étude et peut-être ces mal chiffres. exprimé, mais Non, c'est non, ça mais que j'avais d'accord, en je tête. comprends, oui, tout à fait. On a deux questions là, puis peut-être les deux dernières, parce que. Une remarque sur ça, parce que mon souvenir, c'est que sur le temps de travail, par exemple, Oui. la loi, enfin, le graphique qu'on connaît tous, hein, depuis 45, c'est une baisse à peu près continue, Oui. et la loi vient, que ce soit en 81, en 99, etc., elle vient juste faire ce que vous avez montré là, Un petit escalier, une petite marche. En réalité, Ouais, bien sûr. le train est totalement. Bien sûr, voilà, c'est ça. Tout le monde va dire, on a gagné ça. Oui. En réalité, Voilà. entre la durée légale et la durée réelle, il y a un écart qui juste, voilà. Voilà, c'est juste, ça a permis quelques faillites, voilà. Une dernière question ou remarque? Oui, une remarque, c'est on parle toujours du travail des enfants pendant la révolution industrielle, hein, qui dit que la révolution industrielle était une mauvaise chose à cause du travail des enfants. Hein. Est-ce que c'était vraiment quantifié? Parce qu'effectivement, dans les mines, quand les filons étaient pas épais, effectivement, ça exigeait d'avoir des enfants, mais est-ce que c'était une généralité? J'en suis pas sûr. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans les 50 ans de révolution industrielle, entre 1850 et 1900, l'espérance de vie a augmenté de 20 ans. Donc, bien sûr. Et d'ailleurs, Hayek parle de ça, parle du fait effectivement, on passe pas d'une situation où les enfants font des études à l'université jusqu'à 30 ans à une situation où ils travaillent à 5 ans dans les mines. On passe d'une situation où les enfants meurent de faim dans les campagnes à une situation où ils vivent jusqu'à 5 ou 6 ans dans la mine. Alors c'est horrible, évidemment. C'est horrible de se dire, on fait travailler les enfants 5-6 ans, ils meurent, mais finalement, c'est une sorte d'étape indispensable jusqu'à ce que les enfants travaillent, vivent jusqu'à 10 ans, jusqu'à 15 ans, etc. Il faut que les mines étaient particulièrement riches, sont devenues particulièrement riches, et que c'est parmi les premiers endroits, justement, où on a payé des écoles primaires, etc., pour les enfants, les autres. Pour intéresser, finalement, les mineurs à venir dans la mine, il y avait l'harmonie qui était là pour ceux qui aimaient la musique, avait un don pour la musique, l'école primaire pour les enfants, la blanchisserie, etc. Enfin, bref, hein, les ouvriers, les mineurs étaient mieux payés que les saisonniers à la campagne, puis avec un travail plus régulier, évidemment. Enfin bref, donc effectivement, ça mérite une enquête. En tout cas, la révolution industrielle a permis de multiplier par 10 à peu près, c'est ça, le nombre d'habitants sur Terre. Donc voilà, c'est tous ces gens-là qui ne seraient pas nés, finalement, ont pu naître grâce à ça. Et donc, le bilan, de ce point de vue, est positif, même si on a piqué, évidemment, des pauvres gosses qui sont morts à 5 ans, complètement dévagonnés au pandémie. Alors, ça doute une belle transition avec la conférence suivante pour dire que de temps en temps, on a besoin d'un vrai travail d'historien. Et c'est justement ce à quoi nous aurons droit après une pause. Donc, on fait une pause d'une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, et on reprend à 11h15. Merci, Olivier.